Bienvenue dans le débat de France 24. Retour en 2015, il y a 4 ans. À l'époque, les Grecs viennent par référendum de dire non aux réformes et aux plans d'aide des créanciers internationaux. Athènes semble sur le point de quitter l'Union européenne, alors que dans le même temps, personne n'imagine le Royaume-Uni sur le chemin du Brexit. C'est pourtant tout l'inverse qui se produit 4 ans plus tard, alors que Londres prend résolument la voie de la sortie. La Grèce, elle, fait plus que jamais partie de l'ensemble européen. Elle vient même de normaliser d'une certaine manière sa sortie de crise avec une alternance politique. Le Parti conservateur Nouvelle Démocratie revient au pouvoir par les urnes. Ce matin, Athènes se réveille avec un nouveau Premier ministre de centre droit. Il est à la une de tous les journaux. La Grèce va retrouver sa joie de vivre et va se rétablir. On aurait voulu que ça arrive bien avant. Le peuple grec a puni le gouvernement en place. Il avait promis beaucoup, mais il n'a pas tenu ses promesses. Pour ces militants de Syriza, la gauche radicale au pouvoir jusqu'à hier, c'est l'abattement. Les Grecs attendaient beaucoup du gouvernement de Syriza. Malheureusement, pendant la plus grande partie de leur mandat, ils ont dû mettre en œuvre une politique qui n'était pas la leur. Une politique incarnée par cet homme, Alexis Tsipras. Son élection il y a 4 ans avait suscité un immense espoir à gauche. La Grèce va maintenant tourner la page. Il avait promis la fin de l'austérité imposée par l'Union européenne avant de faire volte-face. Sa politique de rigueur a permis de diminuer le chômage et fait repartir la croissance, mais il a augmenté considérablement les impôts de la classe moyenne. Ironie du sort, le nouveau Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, libéral et conservateur, promet de s'occuper des plus modestes. Il renoue aussi avec la tradition des grandes dynasties familiales de la politique grecque. Quel changement pour la Grèce? On en débat avec Joëlle Dallègre. Bonjour, vous êtes historienne, spécialiste de la Grèce moderne. Vous enseignez à l'INALCO, l'Institut national des langues et des civilisations orientales. Merci d'être avec nous. Avec également Julien Marsili, économiste en chef à COFAS. Avec Petros Constandinidis, vous êtes journaliste indépendant. Bonsoir. Avec nous également en direct d'Athènes, Georges Prévelakis, professeur de géopolitique à l'Université Panthéon-Sorbonne, auteur de « Qui sont les Grecs? Une identité en crise ». Et puis également avec nous en direct d'Athènes, Alexia Kefalas. Alexia, la correspondante de France 24 sur place. Une élection qui donne un résultat finalement auquel on s'attendait, mais qui est d'une certaine manière placée sous le signe des paradoxes, puisque c'est à la droite libérale que s'en remettent donc aujourd'hui les électeurs grecs, lassés des plans d'austérité. C'est comme ça qu'il faut comprendre le résultat de cette élection ? Oui, c'est comme ça, même si toujours dans une élection, il y a plusieurs éléments. Certains ont jugé plus le fond, d'autres la forme. Dans tous les cas, effectivement, c'est cette volte-face d'Alexis Tsipras qui promettait l'affrontement et finalement a été contraint d'opter pour une autre politique, notamment donc celle de la rigueur. Mais c'est surtout qu'Alexis Tsipras a été au-delà des objectifs imposés par les créanciers du pays, l'Union européenne et le Fonds monétaire international, en imposant plus de taxes. Résultat, eh bien, c'était trop lourd, notamment pour les classes moyennes. D'un autre côté, pour d'autres, c'est plutôt la forme et le fait que Alexis Tsipras ait passé ses vacances de l'été dernier, juste après la tragédie incendiaire qu'a vécue la Grèce avec quelques 100 victimes dans le nord-ouest d'Athènes, mais il a passé ses vacances sur un yacht d'un armateur alors que c'était lui qui fustigeait toute cette élite qui dirigeait le pays. Donc il y a un peu de tout, mais malgré tout, eh bien, le Syriza n'a pas fait un score si bas que celui-là, parce qu'il est arrivé à 31%, alors qu'en 2015, il était à 35%, il n'a perdu que 4 à 5 points. Ce n'est pas énorme après 4 années au pouvoir, c'est quand même un record de longévité en temps de crise, et surtout alors qu'il a complètement fait le programme inverse de ce qu'il avait promis aux Grecs. Petros Constandinidis, avec près de 40% des voix et une majorité de 158 députés sur les 300 que compte la Voulie, le Parlement grec, on peut dire que le nouveau Premier ministre a les coups des franches pour diriger le pays? Oui, bien sûr, il a. Par contre, il faut quand même dire que ces résultats, à mon avis au moins, c'est plutôt peut-être une... ça montre la dissatisfaction des Grecs. L'insatisfaction des Grecs. Concernant le gouvernement des Syriza, peut-être une... on avait mis... les Grecs, on a mis trop d'espoir à ce gouvernement-là pour changer la donne, pour mettre fin à l'austérité, etc. Ça n'a pas été le cas.
Et du coup, maintenant, c'est un peu le retour à la normalité, à ce qu'on connaît déjà. Joël Dallec, pourquoi avoir voté à droite? Finalement, il y a peut-être d'autres possibilités. Pourquoi avoir choisi cette voie-là? Et pourquoi avoir choisi ce personnage? Il faut dire que la famille Mitsotakis, c'est un peu comme la famille Papandréou. Ça a été un Premier ministre et puis ensuite un fils qui, à son tour, se retrouve au poste de chef du gouvernement. Ah oui, la famille Mitsotakis, c'est pas une surprise, il n'y a pas de doute. Mais par contre, quand il y a un biais dynastique de l'électeur grec? Ou c'est un pur hasard? Non, je ne crois pas que c'est pas parce qu'il y a une dynastie que les gens vont voter pour lui. Par contre, déjà, il y a quelque chose, c'est qu'il y a un pourcentage d'abstention énorme pour la Grèce, qui est 42%, qui est aussi le signe qu'en fait... Alors que le vote est obligatoire, il faut le dire. Oui, mais enfin, à ce point-là d'abstention, on ne peut plus sanctionner les abstentionnistes. Mais c'est aussi le fait que les gens, finalement... Une partie des gens un peu désespérés et déboussolés, se disant que de toute façon, à droite comme à gauche, pour obtenir une réforme financière, il fallait déjà l'accord de l'Europe. En définitive, on pouvait rester chez soi puisqu'on ne déciderait pas vraiment de quelque chose. Et sinon, voter pour autre chose que ces deux partis, je veux dire, tous les autres candidats sont des petits partis qui n'ont aucune chance de gouverner. Donc, c'était pas très inspirant. Georges Prévelakis, on est habitué au bipartisme en Grèce, c'est une forme de restauration, sauf que l'autre parti, celui qui pendant longtemps, on parlait de Georges Papandréou à l'instant, a pendant longtemps occupé le devant de la scène, avec Andreas Papandréou également, bien sûr. À l'époque, le PASOK, devenu aujourd'hui le Kinal, ce parti a quasiment disparu de la scène politique grecque. Oui, je pense qu'il faut prendre un peu de recul et se rendre compte que les résultats de cette élection marquent la fin d'une période de presque 10 ans, pendant laquelle les Grecs se sont trouvés face à leurs contradictions, c'est-à-dire en entrant au système européen, la Grèce a vécu une période de fausse prospérité qui a créé beaucoup d'illusions, l'illusion qu'on pouvait vivre bien sans faire des efforts, sans être compétitif. Et donc, ensuite, avec l'arrivée de la crise, il y a eu un choc. On a traversé cette période de 10 ans pour comprendre le besoin de devenir plus terre-à-terre, plus raisonnable. La période de Tsipras marque la dernière phase de ce processus, parce que ce qui s'est passé, pour reprendre la victoire de Tsipras, il faut se rendre compte que Tsipras a promis le retour aux illusions, retour à une possibilité d'un niveau de vie élevé sans faire les efforts nécessaires. Et aussi, il a promis une sorte de retour à une fierté nationale avec toutes ces démonstrations pendant les référendums, etc. Donc c'est l'étape finale. Quand cette promesse n'a pas été tenue, quand on a vu que le retour à ces paradis perdus n'était pas possible, eh bien, je pense qu'on arrive à une attitude et une approche beaucoup plus réaliste qui a été justement exprimée par le programme et par la personnalité de Kyriakos Mitsotakis, qui en fait dit aux Grecs, nous avons des chances, nous avons la possibilité de construire un avenir positif, mais sous condition qu'on fasse l'effort nécessaire, qu'on fasse les réformes, qu'on revienne au sérieux. Et je pense que cela explique aussi le retour à un système politique qui rappelle beaucoup les systèmes auxquels on était habitué, avec deux pôles, et après une période pendant laquelle la fluidité du système politique était extrême. Julien Marsili, il a été élu sur le réalisme. Mitsotakis, j'allais dire Konstantinos Mitsotakis, mais non, son fils aujourd'hui, a été élu sur une promesse de réalisme, sur une poursuite de la cure d'austérité ou pas? Oui et non. C'est vrai qu'au cours des 6 derniers mois, son prédécesseur, donc maintenant M. Tsipras, avait un peu retourné sa veste en promettant monts et merveilles, alors qu'il avait été plutôt très réaliste au cours des années précédentes.
Mais de l'autre côté, le nouveau Premier ministre a lui aussi fait des promesses qui sera difficile de tenir, notamment en matière de baisse d'impôts. Donc c'est très difficile de chiffrer parce que par définition ces promesses sont restées à un niveau de précision assez limité, mais il a quand même été question durant cette campagne de baisser le taux de TVA notamment, de baisser l'imposition sur les impôts sans baisse dans les dépenses pour Kyriakos Mitsotakis. Ce qui va être difficile à faire, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine. Il s'est illustré dans le passé, notamment sur la suppression. Je ne sais pas si Alexia Kefalas est toujours avec nous en direct d'Athènes. Kyriakos Mitsotakis s'est illustré, il faut le dire, lors de son passage au gouvernement, dans le gouvernement Samaras, par des réformes déjà à l'époque, des réformes de rigueur. Oui. Dans la fonction publique notamment, Alexia. Oui, effectivement. Le gouvernement qui... D'ailleurs, exactement, Raphaël. Et en fait, le gouvernement qu'il vient d'annoncer maintenant est presque le même gouvernement qu'avait imposé Antonis Samaras entre 2012 et 2015, et ce, contre quoi les Grecs avaient voté en votant pour Alexis Tsipras. Alors oui, à l'époque, Mitsotakis était à la tête du ministère de la réforme administrative, et c'est le premier qui s'était attaqué au nerf de la guerre, que sont les fonctionnaires en Grèce, qui est un statut excessivement protégé, qui vient effectivement de l'identité grecque, parce qu'il fallait que dans chaque famille, il y ait un fonctionnaire. Et donc, avec sa réforme, il a réussi à licencier les fonctionnaires, et donc en se mettant à dos une grande partie de la population. Et c'est ce qui faisait peur, d'ailleurs, à une grande partie de la population, l'arrivée de Mitsotakis au pouvoir. Mais finalement, quand on détaille les votes, on se rend compte qu'il y a une grande partie des fonctionnaires qui a voté pour Kyriakos Mitsotakis. Donc c'est très difficile de comprendre aujourd'hui la psychologie des Grecs qui ont aussi voté pour le petit parti de Yannis Varoufakis, l'ex-ministre des Finances, qui a pourtant fait perdre des milliards d'euros à la Grèce en voulant faire cette démonstration de force pendant les 6 premiers mois du mandat d'Alexis Tsipras. Donc c'est très très difficile. Il faut véritablement, je pense, un psychologue pour analyser le comportement électoral des Grecs aujourd'hui. Petros Constandinidis, est-ce qu'il y a une part de duplicité dans la campagne qu'a menée Kyriakos Mitsotakis? Est-ce qu'il a menti aux Grecs lors de cette campagne? Est-ce qu'il a changé de cheval de bataille par rapport à ce que lui-même pratiquait en matière d'austérité et de coupe sombre, on peut le dire, dans la fonction publique du temps où il exerçait? C'est difficile à dire. Premièrement, il a promis qu'il ne va rien changer de l'État-providence qui a été un peu reconstruit par le dernier gouvernement de Syriza. Il a dit, Kyriakos Mitsotakis, il a dit qu'il va garder les aides, les allocations qui sont données aux gens les plus pauvres du pays. Mais en même temps, il veut baisser les impôts, il veut faire des changements qui auront un résultat négatif dans les caisses du pays. Bon, c'est qui pose un problème parce que si on fait penser des choses, on va avoir de la difficulté à achever les buts qui sont mis dans les accords avec les créditeurs européens et internationaux sur les excès budgétaires de chaque année, qui sont à 3,5%. On va continuer d'en reparler. Il y a aussi évidemment la dimension nationaliste du personnage et ses alliés au sein de son parti. Il y aura certainement beaucoup à dire, la question de la Macédoine, et puis plus généralement les relations avec l'Union européenne et le devenir de la Grèce. Dans un instant, c'est déjà la fin de la première partie du débat. On se retrouve dans moins de 3 minutes. Retour au débat de France 24. La Grèce a donc un nouveau Premier ministre. Ça n'a pas traîné. Moins de 24 heures après sa victoire aux élections législatives, Kyriakos Mitsotakis a prêté serment à la tête de son parti Nouvelle Démocratie. C'est lui qui va donc diriger le pays avec une confortable majorité. 158 députés sur les 300 que compte la Voli, le Parlement grec. On en parle avec toujours à mes côtés Joëlle Dallègre, historienne spécialiste de la Grèce moderne et enseignante à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO. Avec également Julien Marcilly, économiste en chef à COFAS, avec Petros Constandinidis, journaliste indépendant, et avec nous en duplex d'Athènes, Georges Prévelakis, professeur de géopolitique à l'université Panthéon-Sorbonne, auteur de « Qui sont les Grecs ? Une identité en crise ». Georges Prévelakis, justement, cette question identitaire, est-ce qu'on peut dire qu'elle travaille aujourd'hui le Parti Nouvelle Démocratie avec la présence aux côtés de Kyriakos Mitsotakis d'Adonis Georgiadis, c'est un ancien membre d'un parti classé à l'extrême droite, Laos.
Est-ce que ça va poser, d'après vous, des problèmes dans la conduite des affaires du gouvernement? Écoutez, tout parti de pouvoir doit rassembler des tendances diverses. En ce qui concerne la nouvelle démocratie, je pense que c'est si vous voulez, une répartition assez logique et raisonnable qui part de sensibilité de droite et qui arrive au centre et même au centre-gauche. Donc, ça n'a rien à faire avec les contradictions que nous avons vues dans la période précédente où on avait une coalition entre un parti de gauche radicale et un parti de droite très nationaliste. Non, je pense qu'au contraire... oui, je parle bien sûr. Donc non, là on est dans une configuration très habituelle anglaise, peut-être avec, si vous voulez, un élargissement vers le centre et la gauche assez inhabituel pour la nouvelle démocratie. Oui. Il y a cette question, Georges Prévélakis, de la Macédoine, avec l'accord donné par Tsipras à la dénomination de République de Macédoine du Nord pour ce pays issu de l'ex-Yougoslavie. Mitsotakis, on le sait, y est hostile. Va-t-il revenir dessus? Non, il a dit clairement qu'un accord international ne peut pas être contesté. Mais je voudrais dire aussi que par rapport à une certaine perception de cette question, de ces débats en Europe, il faut se rendre compte que la gestion de cette affaire par Mitsotakis a sauvé la Grèce et l'Europe de l'émergence d'un parti ultranationaliste qui pourrait s'alimenter par ces sentiments raisonnables ou non, ça c'est à discuter, d'humiliation de Grecs par un accord qui a paru comme un diktat. Donc là aussi, je pense qu'on a reconnu une capacité de gestion d'une question extrêmement sensible de manière très raisonnable qui ouvre la voie maintenant à de très bonnes relations de coopération entre les deux pays. Joël Dallègre, c'est vrai, malgré la crise migratoire qui a un temps contribué à faire passer par la Grèce un nombre de populations assez important, il faut le dire, en provenance de Turquie, et avec cette question ensuite de la Macédoine, question identitaire, s'il en est, malgré ces deux éléments, Aube Dorée, le parti néo-nazi fait moins de 3%. Comment l'expliquez-vous ? Aube Dorée est revenu finalement à peu près à ce qu'il avait avant la crise. C'est-à-dire que pendant la crise, il a profité de son discours pour sauver la nation, etc., contre la méchante Europe qui l'écrasait. Et il a profité du fait qu'il savait, de manière spectaculaire au bon moment, apporter de l'aide alimentaire aux plus pauvres. Seulement depuis, il y a quand même des années maintenant de procès qui ont bien prouvé que c'était un vrai parti néo-nazi, avec des gens pas du tout recommandables. Une partie de ces députés se sont conduits d'une façon, mais... quasi impensable à l'intérieur même de l'Assemblée. Donc, en fait, tous les gens qui s'étaient un petit peu laissés égarer, si je puis dire, sont retournés chez Mitsotakis. Oui. Excuse-moi, je voulais intervenir. On parle des néo-nazis, clairement, et on parle aussi des criminels du code pénal. Il y a les dirigeants ont enfreint la loi. Voilà, il y a des meurtres qui se sont commis. Et c'est prouvé. Ils sont en train de prouver dans la cour pénale que il y avait même le chef du parti, Monsieur Michaloglakos, a fait partie de cette organisation de meurtre d'un rappeur grec. Joël Dallègre, sur cette question spécifiquement de la Macédoine, comme le disait à l'instant Georges Prévélakis, Kyriakos Mitsotakis sert de réceptacle d'une certaine manière à cette contestation, mais ne donnera pas de débouché à la contestation de l'accord ?
Non, je pense que le réalisme a gagné. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand il était dans l'opposition, c'était conforme à toute une tradition, à une partie de son électorat, etc. Une opinion dominante en Grèce de rejeter aujourd'hui la dénomination de Macédoine. Il était dans l'opposition, c'était merveilleux. Mais en fait, je pense qu'il était tout à fait conscient qu'au nom du réalisme international, il fallait arriver à un accord. Donc, les Grecs l'acceptent majoritairement aujourd'hui, cet accord, ou pas? La question économique est tellement prégnante qu'ils pensent davantage à ça qu'à l'accord. C'est votre avis aussi, Petros Constantidis? Je pense que les Grecs, petit à petit, ils acceptent. C'est vrai qu'au début, il y avait une grande réaction. On a vu même un nouveau parti d'extrême droite qui est entré dans le Parlement, surtout basé sur parce qu'il faut dire, la Macédoine, pour les Grecs, ça représente la région septentrionale. Ce n'est pas, évidemment, un autre pays. Voilà. Du coup, ça fait partie de l'identité grecque. La Macédoine, on parle de Macédoniens au nord du pays. Et là, on parle de la Macédoine du Nord, le pays qui, l'ex-république yougoslave de Macédoine. Du coup, je pense que petit à petit, les Grecs commencent à accepter ça. Et petit à petit, je pense qu'on va voir aussi les résultats positifs de cet accord. Alors, on va en venir à présent aux défis qui attendent Kyriakos Mitsotakis, notamment évidemment dans ses relations avec l'Union européenne. Julien Marsili, depuis un an maintenant, la Grèce est sortie de son 3e plan de renflouement financier avec, on s'en souvient, les inspections de la Troïka à l'époque. Ça semble loin, mais ça a été le quotidien des Grecs pendant un certain temps, qui l'ont vécu pour certains comme une humiliation. On peut dire qu'aujourd'hui, ce passé, il est définitivement révolu. La Grèce, à nouveau, est présente sur les marchés et elle attire les investisseurs? Non, je pense que c'est trop tôt pour le dire. C'est vrai que les partis d'extrême droite, et en particulier Aube Dorée, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, ont eu de mauvais résultats lors des élections. Mais pour autant, malgré ça, le sentiment de frustration, de déclassement de la population reste extrêmement présent, tout simplement parce que les stigmates de la crise économique sont toujours présents. C'est-à-dire que 10 ans après le début de la crise, le PIB par habitant, c'est-à-dire le revenu par habitant moyen en Grèce, reste 20% inférieur à ce qu'il était donc en 2007. Et ça, c'est le niveau moyen. Donc, ce qui signifie que pour beaucoup de Grecs les moins favorisés, le choc est encore plus brutal. Donc, il faudra encore au moins une dizaine d'années à ce rythme-là, à peu près 2% de croissance par an, pour ne serait-ce que retrouver le niveau d'avant-crise. La Grèce n'a pas remonté la pente. Et vis-à-vis de l'Union européenne, la Grèce est toujours lourdement endettée. Est-ce qu'elle remboursera un jour? Est-ce qu'elle a déjà remboursé une partie de sa dette réellement? Alors, la bonne nouvelle, c'est que la dette publique, certes, est extrêmement élevée, mais sa structure a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'elle est aujourd'hui essentiellement concessionnelle, à peu près aux 3/4. C'est-à-dire que si demain, les conditions sur les marchés se détérioraient comme elles s'étaient détériorées à l'époque, l'impact sur la vie économique en Grèce serait nettement moindre, parce qu'elle est aujourd'hui très, très majoritairement détenue par des institutions internationales. Le point négatif, c'est que pour obtenir des marges de manœuvre budgétaires, le nouveau Premier ministre devra forcément négocier avec ses créditeurs internationaux s'il veut mettre en œuvre au moins une partie de son programme. Il n'a pas les coups des franches, Joël Dallègue. On a beaucoup dit que les choses s'étaient améliorées. D'un autre côté, on a expliqué aux gens que le budget et l'état du budget de la Grèce seraient quand même vérifiés régulièrement jusqu'en 2060. Donc, si vous prenez un jeune grec, lui, c'est jusqu'à sa mort, ou à peu près. C'est une véritable mise sous tutelle. Et que la dette, peut-être vers 2070, ça y est, ils en seraient sortis. Donc, c'est pas étonnant si après, les gens n'ont pas beaucoup d'espoir. La Grèce, maintenant, a le record du pays qui fait le moins d'enfants, toutes catégories. Et vous avez en plus... depuis 10 ans, plus de 400 000 jeunes comme lui qui sont partis. Vous en voulez une classe politique qui a mis plusieurs générations donc de Grecs sous tutelle? Personnellement, apparemment, je ne sais pas, peut-être c'est le fait qu'avec Tsipras, il y avait un effort de sortir de cette bipolarisme PASOK, Nouvelle Démocratie. Beaucoup de gens ont cru à cette personne qui portait les différents, le nouveau, la rénovation, etc. Et maintenant qu'on a vu que... il a menti Tsipras, à ses électeurs. Oui. Tsipras, plusieurs fois, oui. Surtout au début. Après, petit à petit, il a compris que les choses n'étaient pas si faciles.
Du coup, voilà, d'un côté, à mon avis, c'est beaucoup de gens qui expriment leur colère à Tsipras, la déception qu'ils ont eue. Georges Prévélakis, on a le sentiment, à travers ces récits qu'on entend, finalement, d'une Grèce ou de générations de Grecs qui ne verront pas le bout du tunnel de leur vivant, qu'on a, d'une certaine manière, tué, et pour longtemps, les illusions qu'avaient les Grecs en entrant dans l'Union européenne. Est-ce que c'est votre sentiment ? Écoutez, moi j'ai une vision un peu différente. Bien sûr, on peut avoir une approche à travers les indicateurs macroéconomiques. Moi, si vous voulez, mon approche, c'est plutôt du terrain. Je viens en Grèce, je parle avec les gens, je discute avec des gens simples, mais aussi avec des responsables de l'économie. Moi, je suis optimiste. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je pense qu'on est au début d'une nouvelle période de sortie de crise. Bien sûr, il y a beaucoup de difficultés, mais ce que je vois, c'est qu'il y a un énorme potentiel de développement de la Grèce. La Grèce a des avantages comparatifs extraordinaires. C'est un pays qui est dont, si vous voulez, la population et l'économie est très ouverte, contrairement à ce qu'a fait l'État et l'administration qui a essayé de refermer. Mais il y a la marine marchande, il y a la diaspora. Ces Grecs qui sont partis à l'étranger ne sont pas perdus pour la Grèce. Le tourisme est une activité extraordinaire. Donc, il y a les avantages. Ce qu'on a observé depuis 2 ou 3 ans, c'est que beaucoup d'investisseurs étrangers venaient en Grèce pour voir si ce serait possible d'exploiter ces possibilités. Ils s'est trouvé face à une montagne de difficultés qui étaient liées au blocage, aux contradictions, aux stéréotypes qui accompagnaient ce gouvernement de Syriza, qui était un mélange d'acteurs très différents avec visions différentes, et ils répartaient en attendant. Ce qui est très important, c'est que dès qu'on a annoncé les résultats des élections européennes, c'est-à-dire dès qu'on a eu plus ou moins l'espoir d'un changement, eh bien, tout de suite, la bourse a monté, tout de suite, les taux d'intérêt ont baissé. C'est-à-dire les marchés ont anticipé ce qui me paraît comme le scénario le plus probable, c'est-à-dire une période de très forte croissance de la Grèce. Et justement, le programme de la nouvelle démocratie qui a été élaboré pendant ces 3 années de manière très minutieuse prévoit d'enlever ces obstacles par des méthodes qui sont très innovantes. Je vais vous donner un exemple. Une des grandes priorités du gouvernement, c'est d'avancer de manière très rapide les digitales, l'informatique dans l'administration publique. Ça va être une révolution, ça va simplifier, ça va enlever le principal obstacle des investisseurs qui est de se trouver devant des procédures qui s'éternisent. Donc moi, je considère qu'il va y avoir une très forte croissance et que cette croissance va permettre de résoudre tous les problèmes qui ont été évoqués. Julien Marsili, cette analyse très, très optimiste de Georges Prévélakis, mais basée sur la croyance dans le fait que les mesures de libéralisation de l'économie, finalement, et de créer un terrain favorable aux investisseurs, notamment étrangers, vont permettre de générer de la croissance. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, elles peuvent provoquer de la forte croissance et des rentrées fiscales pour l'État et lui permettre finalement de se désendetter à terme? Et surtout, est-ce que l'Union européenne va permettre ces mesures qui, si elles ne créent pas immédiatement d'entrée fiscale à court terme, risque en tout cas peut-être de lester davantage les comptes publics? Bon, c'est vrai que pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, certaines bonnes nouvelles et évolutions positives sont déjà très visibles, notamment en ce qui concerne les entreprises. Beaucoup d'entreprises grecques, 250 000 petites et moyennes entreprises, ont fait faillite pendant la crise, mais ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne, c'est que celles qui sont restées en vie ont aujourd'hui appris à se débrouiller notamment sans les banques, qui restent dans une situation difficile, et ont changé leur état d'esprit. Un exemple précis, c'est que finalement, face à un marché domestique intérieur déprimé, eh bien de plus en plus d'entreprises se sont dites on va exporter davantage. Et on le voit clairement dans les chiffres.
notamment dans certains secteurs d'activité. Alors c'est le cas par exemple pour les secteurs de l'énergie, parce que la Grèce est devenue en quelque sorte le fournisseur de la sous-région, notamment de l'Égypte, de la Turquie, dans ce secteur-là. Il y a à nouveau une base industrielle en Grèce qui se développe un petit peu. C'est le vrai aussi pour des entreprises du secteur de la chimie ou dans une moindre mesure des entreprises du secteur pharmaceutique. Donc tout le challenge pour le nouveau Premier ministre, ça va être finalement de stimuler ces entreprises, qu'elles soient grecques ou qu'elles soient étrangères. Encore une fois, son problème, c'est que pour ça, il va avoir du mal à engager des fonds publics. Donc il va devoir convaincre des investisseurs étrangers privés pour faire ce travail. Mais pour donner un dernier exemple, il y a certaines réformes comme celle qui vient d'être évoquée qui ne coûtent rien et qui peuvent avoir un impact positif sur les entreprises. J'en donnerai un. Par exemple, une entreprise grecque qui a dû faire face à la faillite d'un de ses clients. Jusqu'à aujourd'hui, elle doit attendre 3 à 4 ans pour obtenir un litige quant à un recouvrement, de ses créances. Bon, en moyenne, dans le reste de l'OCDE, c'est 1 à 2 ans. Donc le fait même d'engager ce type de mesures qui ne coûtent rien, finalement, ça pourrait avoir un impact très positif pour les entreprises. Oui, on voit de manière effectivement très, très précise. Reste effectivement la question de savoir si l'État va avoir la possibilité de mettre en œuvre, et surtout la question, bien sûr, d'éventuelles privatisations. Vous vouliez dire, Petros Constantinis ? Je voulais dire que la digitalisation de l'administration, ça fait presque 15 ans qu'on entend ça. Personne ne l'a fait. Du coup, je ne vois pas exactement pourquoi on va croire Kyriakos Mitsotakis qui veut le faire. Moi, je le crois, je veux bien le croire, mais j'ai du mal à être rassuré. Est-ce que, alors il y a effectivement la question de savoir s'il mettra en œuvre ces mesures. Est-ce que aussi Kyriakos Mitsotakis ne joue pas excessivement sur la confiance qu'il pense inspirée par son discours au marché, Joël Dallègre? On a longtemps lu qu'une des raisons du blocage allemand ne portait pas tant sur l'absence parfois de mesures suffisamment restrictives, mais sur l'idéologie. Wolfgang Schäuble, à l'époque le ministre des Finances allemand, souhaitait finalement entendre un son de cloche du gouvernement grec beaucoup plus libéral que ce qu'il entendait, et indépendamment des mesures elles-mêmes, en fait, il a voulu d'une certaine manière les contraindre à cette conversion à l'idéologie libérale. Est-ce qu'aujourd'hui, le simple fait de prôner cette idéologie libérale va permettre au nouveau Premier ministre, avant toute mesure, de débloquer les choses en Europe? Alors, ça, on va le voir, je ne peux pas deviner. Son avantage, évidemment. C'est sûr que, dans l'ensemble, les dirigeants européens et les investisseurs préfèrent avoir un homme de droite qui sort de Harvard, qui a travaillé dans une grande banque, etc., professe le libéralisme. Qui professe le libéralisme depuis toujours, à un monsieur venant de l'extrême gauche, trotskiste, et qui vous assure que le libéralisme, voilà l'ennemi. Donc ses partenaires seront a priori mieux disposés à son égard. À l'égard de la Grèce. Jusqu'où iront-ils dans cette bonne disposition? Il comptait, je crois, espérer qu'on lui permette de faire un ajustement. Un ajustement dans ce qu'on espère comme balance de l'État à la fin, etc. de l'année, pour récupérer de l'argent qui lui permettrait de faire les mesures annoncées. Julien Marcil à Bruxelles, avec en plus le changement de dirigeant attendu au sein de l'Union européenne, Christine Lagarde à la BCE, une nouvelle présidente également allemande à la tête de la Commission. Est-ce que tout ça peut changer les choses en faveur de la Grèce? Au-delà de son identité politique, je pense qu'un autre argument qui joue clairement en sa faveur et qui va lui ouvrir une fenêtre de tir, c'est le contexte économique plus général en Europe, qui va pousser à davantage de dépenses publiques dans les mois et les trimestres à venir. On l'a vu, la Commission européenne a été quand même un peu plus conciliante récemment avec l'Italie. En France, des mesures de dépenses supplémentaires ont été engagées. L'Allemagne va sans doute devoir y venir, même si c'est à reculons. Donc tout ça fait que finalement, il va y avoir sans doute une oreille plus attentive lorsque le nouveau Premier ministre va faire ses demandes à la Commission européenne. Parce qu'à ce stade, c'est vrai que les objectifs qui restent fixés, et théoriquement, la Grèce doit toujours atteindre un excédent primaire, c'est-à-dire un solde budgétaire sans tenir compte de la charge d'endettement de 3,5% du PIB, ce qui est colossal jusqu'en 2022. Georges Prévélakis, vous pensez, vous, qu'en arrivant finalement avec ce discours très pro-entreprise et libéralisation de l'économie, avant même finalement la moindre réforme, Kyriakos Mitsotakis va convaincre ses partenaires européens de lui donner un peu de lest?
D'abord, je voulais faire une remarque un peu générale. On parle beaucoup de libéralisation. On utilise un cadre conceptuel qui n'est pas très bien adapté à un pays comme la Grèce. Pour la Grèce, le problème essentiel, c'est la pesanteur de structures étatiques. Ça peut concerner les secteurs privés et les secteurs publics. On a un secteur privé qui dépend trop de l'État. Donc ce n'est pas une question de partage entre le public. Oui. C'est la lourdeur bureaucratique. Il faut se rendre compte. Oui. Il faut se rendre compte qu'on est dans un pays qui a beaucoup de spécificités qui sont peu visibles et peu connues. C'est que j'ai évoqué par exemple en ce qui concerne l'ouverture de la Grèce. L'autre Grèce qui existe en dehors du territoire grec et qui explique en grande partie la résilience grecque. Alors, je pense que Mitsotakis va pouvoir convaincre. Il va pouvoir convaincre parce que jamais on n'a eu un programme aussi développé avant une victoire électorale, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont innovants et qui ne sont pas très connus. On a évoqué la question de la digitalisation. Oui. Moi, je peux témoigner parce que, par hasard, je connais très bien, j'ai travaillé avec celui qui va être le ministre responsable pour cela, qui s'appelle lui aussi Kyriakos Pierrakakis, qui a été à la tête d'un think tank avec lequel j'ai travaillé. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui, depuis des mois, voyage partout en Europe pour étudier la manière dont ça peut se faire. Et malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Georges Prévélakis, je suis désolé, je dois vous interrompre parce que c'est déjà la fin du débat. Mais je vous remercie d'avoir été avec nous en direct d'Athènes. Oui, dites-nous. Je voulais conclure. Oui. Je voulais conclure que, comme les Grecs ont découvert Kyriakos Mitsotakis les derniers mois, je pense que les mois qui viennent, ce sont les Européens qui vont les découvrir. Merci beaucoup, Georges Prévélakis. Merci également à Joël Dalec d'avoir été avec nous, à Julien Marsili, ainsi qu'à Petros Constandinidis et puis Alexia Kefalas était avec nous également au début de ce débat.